Bienvenue dans l'écoute, le podcast de 16 mai. Je suis Agathe Molinard, fondatrice de 16 mai, un lieu où l'esthétique se vit avec sens, justesse et harmonie. Aujourd'hui, on va parler d'un univers invisible mais essentiel. Un écosystème vivant composé de milliards de micro-organismes qui influencent tout. Notre digestion, notre énergie, nos défenses, nos émotions et même l'éclat de notre peau. Cet écosystème, c'est le microbiote. Alors quand il est en équilibre, il nous fait rayonner, et quand il se dérègle, il envoie des signaux parfois très visibles, y compris sur notre peau. Pour explorer ce monde fascinant, j'ai le plaisir de recevoir le docteur Laure Iverna, pharmacien et spécialiste du microbiote. Avec elle, on va comprendre ce qui se cache vraiment derrière ce mot qu'on lit partout, ce qui se joue quand il se dérègle et surtout comment en prendre soin, au-delà des conseils simplistes. Bienvenue Laure, Bonjour Agathe, je suis ravie de te recevoir. super heureuse aussi. Pour parler du microbiote donc et puis évidemment tout ce qui va être un petit peu autour, on en entend beaucoup parler, il y a beaucoup de choses qui se disent. Là, on va avoir, je pense, vraiment une vision de spécialiste et je trouve ça génial. Juste avant qu'on plonge dans cet univers, dans ce voyage presque intérieur, est-ce que tu peux me donner, Laure, ta vision de la beauté? Ma vision de la beauté, c'est une très très belle question. Alors, je dirais déjà, elle est vraiment dans l'intériorité, en fait, c'est-à-dire l'image qu'on a de soi et l'estime de soi. Je pense que ça passe. La beauté est très subjective finalement. C'est comme l'art, on peut apprécier des choses et d'autres un peu moins. Donc, je pense que la beauté, elle passe plus dans un charme, un style, des choses assez. En tout cas, c'est ma vision, mais des détails, en fait. Mmh. Donc des choses qui parfois ne sont pas perçues par, une personne qui est pas forcément initiée, qui vont, par exemple, dans les yeux de son amoureux, en fait, qui vont être perçues comme la beauté de la personne et c'est, je pense, la beauté, c'est l'expression de ton âme, en quelque sorte. Donc voilà, après évidemment, il y a une connexion avec le physique et je pense que c'est un bel alignement, en fait, entre l'intérieur et l'extérieur aussi. OK, génial. Merci, Laure. Et ben, écoute, je crois qu'on va rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle de microbiote, Laure, on parle de quoi exactement? Alors, on parle de tout ce que tu disais en introduction et je trouve que c'est assez vrai d'invisible. Et je trouve qu'aujourd'hui, en fait, alors c'est évidemment visible sous l'œil d'un microscope. Donc, en fait, il va s'agir dans tout ce qui est microbien. Donc, microbes, ça va être principalement des bactéries. On Mmh. parle beaucoup des bactéries intestinales notamment. On discutera un peu plus qu'en effet, il n'y a pas seulement des bactéries, un microbiote au niveau de l'intestin, Mmh. mais il y a plein d'autres interfaces en fait au niveau du corps, dont la peau. Mais du coup, donc beaucoup de bactéries, mais aussi des levures. Peut-être que tu as entendu parler de candida, par exemple. Mmh. Ce sont des levures. Donc les levures, on est plus dans le domaine du fongique, qui est un petit peu mycologie. OK. Donc les champignons et les archées aussi. Mais la grande majorité, donc si vous m'entendez dire les bactéries, en fait, je parle de tout ce beau petit monde, en fait, invisible, ou en tout cas qui n'est pas perçu à l'œil nu. Et ce que j'aime beaucoup, et on aura tout loisir dans ce podcast d'en discuter, mais c'est de voir à quel point ces toutes petites choses, finalement, ont une grande importance sur notre santé et peuvent faire basculer, en fait, tout un équilibre. Et c'est assez bluffant de pouvoir, aiguiser son œil pour observer vraiment ces choses que parfois on ne voit pas toujours au Mmh. quotidien. Et alors, pourquoi justement il est central de notre organisme? Pourquoi il peut faire, alors là, c'est très large, on va pas répondre à tout, mais pourquoi il peut faire basculer? Je crois que je m'ai déjà entendu dire que tu parlais un peu presque de chef d'orchestre, de notre corps finalement d'une certaine manière. Que ça veut dire quoi concrètement pour toi et pourquoi il est aussi, essentiel? En sachant que là, on parle de microbiote, tu me dis qu'il y a du microbiote intestinal, microbiote de peau. Si on parle là du microbiote peut-être intestinal, c'est ça? Oui, Plutôt? c'est le OK. plus important, on va dire, mais après à partir de ouais, tous les microbiotes, en fait, quel que soit le microbiote cutané, pulmonaire, donc au niveau en fait, il y a un microbiote à chaque, interface de contact entre l'intérieur et l'extérieur. Donc par exemple, tu prends tout ton tube digestif, à l'intérieur du tube digestif, vont circuler donc les aliments qui proviennent de l'extérieur, l'air que tu respires, et cetera, et qui vont ensuite, avec la paroi intestinale, avoir une surface, voilà, en fait, d'échange, hein, entre, l'extérieur et l'intérieur. On va absorber donc les nutriments, et cetera, et le microbiote, tous les microbiotes, en fait, au niveau du corps, se retrouvent à ces zones de surface d'échange. On a découvert notamment pourquoi, puisqu'en fait, ils ont un rôle d'éducation de notre système immunitaire. Donc en fait, ils ont un rôle d'immunité
Donc c'est la raison pour laquelle l'immunité, c'est important de se défendre donc tout ce qui est attaque extérieure, donc les virus, les bactéries, et cetera, pour justement en fait, combattre tout ça. Donc elles se retrouvent ces bactéries, enfin ces microbes, Mmh. à ces zones, d'interface. La peau, c'est la plus grande barrière surface, d'échange en fait entre l'extérieur et l'intérieur du corps. C'est une grande barrière de protection, donc le microbiote cutané évidemment est super important. On verra qu'il y a un grand lien avec le microbiote intestinal aussi, OK. mais Mais ce ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire qu'on non. n'a pas les mêmes bactéries, dans notre microbiote intestinal, microbiote La pulmonaire, composition est microbiote, différente, cutané. exactement. OK. Ça dépend des fonctions, puisque évidemment la fonction de la peau n'est pas la même que la fonction intestinale ou la fonction pulmonaire. Par exemple, un microbiote intestinal, juste pour, sans rentrer dans les détails trop, scientifiques, mais un microbiote très diversifié et très important au niveau intestinal. En revanche, au niveau vaginal, en fait, on sera plus principalement sur des lactobacillus, en fait, qu'on va avoir peut-être, je crois que c'est 95 d'une même souche et c'est justement de cette manière qu'on a un microbiote qui est, en bonne santé au niveau vaginal. À l'inverse, le microbiote intestinal, le plus de diversité possible serait intéressant. Ah OK, hyper intéressant. Je pense qu'on va revenir là-dessus un peu plus tard, mais parce qu'effectivement, ils fonctionnent donc tous différemment ces microbiotes Ils s'adaptent un peu, c'est des fonctions différentes. Ils s'adaptent à leur environnement en quelque sorte. et notre corps en a besoin de manière différente. Quoi qu'il en soit, c'est toujours cette interface qui Qui vont aide. te dicter en Ouais. fait, je pense et pour revenir à la question que tu posais, pourquoi finalement les microbiotes finalement sont si essentiels dans notre santé? En fait, chef d'orchestre, j'irai pas dire jusqu'à un chef d'orchestre, je pense que les hormones sont des vrais chefs d'orchestre. Il y a un véritable lien entre les hormones aussi et le microbiote. Après, les liens, on peut les étudier, mais ils sont pas encore 100% vraiment compris, en fait. Il y a des choses, on commence à émettre beaucoup de théories, mais c'est pas encore 100% Vérifier validé. scientifiquement, ouais. Exactement. Et on est un peu, je dirais, quand même aux prémices de la découverte du pouvoir des bactéries. En revanche, pour moi, en tout cas, et c'est comme ça que, parce que quand j'ai étudié, donc j'avais fait un diplôme universitaire sur les microbiotes thérapeutiques et microbiotes à la faculté de pharmacie de Grenoble et en fait, donc c'était il y a 2 3 ans à peu près, ils nous faisaient tout un étalage de la science actuelle, ce qu'on sait aujourd'hui du microbiote et je trouve qu'aujourd'hui, on donne énormément de crédit au microbiote et notamment aux probiotiques, alors qu'en fait, pour moi, ils ont principalement un rôle presque de diagnostic et de lanceur d'alerte de notre état de santé. Parce que ces petites bactéries sont très sensibles, comme nous, à notre environnement, notre alimentation, le stress, tous les, pesticides et cetera, qui vont être contenus dans ce qu'on mange et qui vont venir les déséquilibrer. Donc finalement, un microbiote déséquilibré, c'est avant tout le signe d'un problème de terrain, en fait. Mais bon, on va venir dessus, mais c'est donc en fait, toi, pour toi, l'image de ce rôle, c'est le lanceur d'alerte C'est un peu le radar. et à l'inverse, ce qu'on va voir, j'imagine, c'est que il lance l'alerte s'il y a un problème, mais par contre, on a un impact énorme pour C'est un qu'ils aillent vicieux. bien, c'est ça? Ouais, c'est exactement. Vicieux ou vertueux, j'espère? Ouais, Il peut l'être? ouais, ça bien sûr. En fait, on vit un peu en symbiose ou dysbiose. Donc la notion de dysbiose, symbiose, c'est quand en fait 2 hôtes, enfin il y a l'hôte et l'agent extérieur, donc là en l'occurrence ces bactéries qui viennent nous coloniser, donc c'est une colonisation, mais il y a un principe d'échange, donc on est en symbiose, c'est-à-dire que nous on leur apporte des bienfaits et eux aussi. En revanche, la dysbiose intestinale, c'est lorsqu'il va y avoir plus de bactéries pathogènes qui du coup vont venir parasiter et jouer comme un rôle de parasite finalement et prendre plus à nous en tant que hôtes finalement que nous donner des choses bénéfiques. Donc c'est cette notion d'équilibre qui est Et importante. et justement, on parle souvent de quantité de bonnes Ouais. bactéries, mais ce que je viens d'entendre, c'est que en fonction des microbiotes dont on parle, les besoins sont différents. Le microbiote vaginal, pour le coup, c'est pas la quantité, il faut au contraire que ce soit Alors la diversité, la diversité, enfin la quantité, c'est surtout la oui, pardon, diversité. oui, c'est ça. Le nombre de souches en tout Moi, j'avais en cas. tête, c'était la diversité, mais au vaginal, tu viens de dire que Alors la ça me passe diversité, c'est-à-dire, tu vois, tu as plusieurs souches en fait de bactéries. Tu peux avoir des bifidobactéries, des lactobacillus, et pour citer les principaux, mais il y en a plein, en fait, plein de souches différentes. Et au sein de ces souches, en fait, on en a de différents types. Et en fait, au niveau vaginal, on se rend compte que principalement la flore vaginale, en tout cas lorsqu'elle est en bonne santé, en fait, est composée principalement de lactobacilles. À l'inverse, la flore intestinale, quand on a un patient en bonne santé, quand on a étudié son microbiote, on se rend compte que c'est cette diversité. Il n'y a pas que des lactobacillus, il y a des bifidobactéries, il y a plein de choses différentes. Et c'est une question de bonne diversité, de voilà, et aussi de quantité. OK. Bon, si aujourd'hui on se focus sur le microbiote intestinal, tu es vraiment enfin, il y a plein de sujets que tu maîtrises et sur lesquels je te trouve absolument passionnante, mais tu es vraiment
spécialiste quand même de ce qui se passe dans notre ventre. Donc voilà. Il y a une petite histoire derrière aussi. Ouais, bah, alors raconte-nous l'histoire, tiens. Ouais, avec plaisir. Bah, en fait et je pense que c'est une histoire dans laquelle beaucoup d'auditeurs, auditrices vont se retrouver. Le ventre, comme vous avez dû entendre parler, c'est, un peu notre deuxième cerveau. Moi, je pense que c'est le premier en fait, puisqu'à l'origine d'ailleurs, donc là, je m'écarte un peu de la ma question, mais à l'origine, en fait, notre intestin, on s'est rapidement rendu compte qu'il y a tout un système nerveux qui va régir en fait, donc ce tube, c'est pas seulement un tube à digérer, donc il y a vraiment un système nerveux, énormément de, plusieurs millions de neurones en fait, donc il a un rôle aussi de survie à l'époque, notamment quand on mangeait quelque chose qui était avarié. En fait, c'était ce rôle d'éjection tout de suite et de se rendre compte: «Non, c'est pas bon, sinon on va mourir». Donc en fait, ça a déjà un rôle assez protecteur et de survie, donc il est assez, on va dire futé en quelque sorte, très, très développé d'un point de vue sensoriel en fait, l'intestin. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on dit beaucoup que les émotions vont siéger dans le ventre et on parle beaucoup du fameux gut feeling, en fait, ce ressenti. Et je pense ce sixième sens, en fait, qu'on a tous, on est tous plus ou moins dotés, en tout cas on l'a tous plus ou moins élaboré, mais qui se perd aujourd'hui, qui s'est énormément perdu dans nos civilisations occidentales. On est beaucoup plus dans le, on va dire, le côté concret, en fait, ce qu'on voit à l'œil nu. Et je trouve que c'est un peu une invitation à ça. Les bactéries, on les voit pas, mais elles font plein de choses, en fait. C'est revenir à ce ressenti, en fait, ce qu'on ressent. Et pour revenir à la petite histoire, donc en fait, donc à la base, en effet, donc moi je suis docteur en pharmacie, je suis plus pharmacien puisque je ne pratique plus en tant que pharmacien. Mais je travaillais dans l'industrie pharmaceutique pendant plusieurs années, début de carrière. Je me suis vraiment, on va dire, mis un idéal en fait de carrière en tête où pour moi c'était un peu l'Eldorado. C'est là où on créait les remèdes. C'était le Graal pour moi de travailler dans ces grands labos. Sauf que je me suis rapidement brûlé les ailes en fait, puisque donc deux constats. Le premier professionnel, c'est de me rendre compte des limites des médicaments. Alors, évidemment, les médicaments, on en a besoin tous les jours, on sauve des vies. Les éléments, enfin tout ce qui est outils diagnostiques, chirurgie, etc. La médecine est vraiment à la pointe, la médecine occidentale. En revanche, tout ce qui touche à la prévention et les maladies chroniques, selon moi, c'est une médecine qui devrait être réellement mise au second plan. Et au premier plan, c'est la prévention. Et en fait, je travaillais sur tout ce qui est mis sur le marché des médicaments. Donc, en fait, on va dire un job. Au départ, je me prédestinais au marketing. Et il y a une forme de transition dans le pharmaceutique. On s'est rendu compte que la partie stratégie, c'était beaucoup plus au niveau des gouvernements, de l'accès au marché, donc autorisation de mise sur le marché, prix, remboursement. Donc, un discours finalement qui m'était un peu moins familier, très économique, politique aussi et très business. Et en fait, ça a été une sorte de, voilà, de flash qui m'a aidée toute junior que j'étais, en fait, à me rendre compte vraiment du vrai fonctionnement des systèmes de santé, qu'on va pas se rendre compte derrière un comptoir de pharmacie du tout, on comprend pas trop comment ça marche. Et surtout de voir que c'est pas noir ou blanc évidemment, mais voilà, se rappeler que c'est pas noir ou blanc en fait, c'est pas les labos pharma qui, ça reste du business de la maladie peut-être plus que de la santé aussi. Donc on va dire qu'il y a déjà une grande, disconnexion qui se passait au fond de moi, en fait, qui était vraiment, dans pas un rejet, mais de me dire comment on peut soigner réellement les gens, plutôt que de leur donner des médicaments bourrés d'effets secondaires à vie. Parce on parlait de maladies, chroniques, maladies cardiovasculaires, diabète, cancer, sont des maladies qu'on a généralement à vie, pour lesquelles on prend des traitements assez lourds, beaucoup de toxicité. Et donc, je me suis beaucoup intéressée à la prévention. Moi-même, j'étais pas très adepte, en fait, de prendre des médicaments pour le moins de petits bobos. Je savais qu'on ne soignait pas vraiment le problème et je me suis intéressée notamment à la médecine fonctionnelle, la nutrition, naturopathie. Donc une approche médicale qui avait beaucoup plus de sens scientifiquement, qui aujourd'hui, encore une fois, c'est très politique, qui manque de soutien, on va dire, probablement des gouvernements. Donc c'est une médecine qui est déconventionnée aussi, mais de plus en plus de confrères et consoeurs s'y intéressent parce qu'on observe les limites, en fait, de la médecine allopathique. On se rend Mmh. compte qu'il y a beaucoup plus de choses qu'on peut faire. Donc ça a été le premier constat et ça s'est matérialisé par mon petit ventre qui, en fait, en réunion, mais n'était pas du tout content et j'ai développé ce fameux syndrome de l'intestin irritable, le syndrome poubelle. Donc c'est pas une maladie, c'est, en fait, c'est on met tout ce qui n'est pas maladie de Crohn ou maladie cœliaque, on a tous le même, syndrome, mais en fait, on a tous des symptômes très différents et surtout, il y a pas de solution. Dans la médecine actuelle, il y a zéro solution. Parce que concrètement, c'est quoi ce syndrome de l'intestin Alors, irritable? Ça se, bah, en fait, c'est l'intestin qui devient irritable, donc c'est-à-dire qu'il a une capacité à être super énervé, en ouais. fait. Donc ça peut se manifester, des personnes, ça va être beaucoup de ballonnements, ça peut être des gaz, ça peut être diarrhée, constipation, alternance diarrhée-constipation. OK. Plein de choses. Il y a aussi un grand impact sur l'émotionnel parce qu'il y a une connexion entre l'intestin et le cerveau via notamment le nerf vague, mais pas que. Donc en fait, d'ailleurs, beaucoup de dépression
ont pour origine un intestin malade. Donc il faut aussi un peu comprendre, d'ailleurs toute cette dimension, on va dire, émotionnelle et c'est souvent un syndrome pour lequel on dit aux patientes: «Oh, vous inquiétez pas, il y a pas de cancer, c'est pas grave». C'est, Mais dans la ça peur pourrit la vie, quoi. ça conditionne toute ta vie et moi, j'ai vraiment quitté alors c'était une bonne chose parce que j'ai quitté un environnement qui m'était plus du Mmh. tout adapté. Donc je pense que mes petites bactéries étaient plus malignes que ma petite tête qui Mmh. poussait à aller dans une voie qui collait pas finalement et en fait, ça a été vraiment, un premier pas dans un chemin de guérison, essayer de comprendre aujourd'hui. Donc finalement, la méthode que j'ai créée est basée sur mon propre parcours, c'est essayer de comprendre déjà d'où vient le problème, comment ça se passe. J'aurais pas la prétention de dire que j'ai trouvé toutes les réponses parce que je pense qu'il y a encore énormément de mystères. Il y a des choses aussi qu'on sait aujourd'hui qu'on ne sait pas et notamment si dans l'environnement, il y a des choses sur lesquelles on peut avoir un certain contrôle, ce qu'on mange et cetera. Mais il y a des choses, on est empoisonné aussi à la source via des pesticides, ce genre de choses. Donc essayer de comprendre un petit peu plus comment ces bactéries, gouvernent tout ça et à quoi elles sont sensibles aussi. OK. Donc voilà. Ça part de là et là, tu t'es intéressée à ce Ouais, microbiote, presque pas le intestinal. choix finalement. Oui, C'est le microbiote mais qui l'a choisi. mais après tu t'es passionnée pour ce Facile sujet et bah, parce exact qu'en tirant les fils, tu te ouais, rends compte qu'il y a un impact, sur beaucoup sur de choses. beaucoup de choses Ouais. et justement, qu'est-ce qui se passe, quand, le microbiote intestinal est déséquilibré? Quels sont les symptômes qu'on peut ressentir dans le corps? Alors, c'est assez vaste en fait et ça dépend vraiment des personnes. Moi, ça s'est manifesté sur le plan digestif, c'est le cas de beaucoup de personnes, mais pas seulement. Beaucoup de personnes d'ailleurs viennent me voir en consultation ou disent non, c'est pas forcément adapté parce que j'ai pas de problème de digestion. Et quand on fait une consultation, qu'on fait tout ce bilan de santé ensemble, je vois dans la majorité des cas un microbiote qui est déséquilibré. Ça peut se manifester avec des problèmes de peau, ça peut être par exemple de l'eczéma. Pardon, excuse-moi, quand tu dis que tu le vois parce que tu fais faire des analyses? Alors, on peut faire des analyses. Je le vois via l'alimentation et via les plaintes, en fait, parce que je sais qu'il y a une vraie connexion. Donc, on va en parler, mais l'axe intestin, peau, intestin, cerveau, Ouais, OK. une hypersensibilité, j'arrive un peu à le lire Du dans. coup, c'est quoi les symptômes qui te font dire: «OK, là, il y a un microbiote intestinal déséquilibré»? Bah, en fait, j'ai envie de dire presque tous les symptômes. Ah, à ce Généralement, point? parce qu'en fait, les bactéries sont sensibles à notre environnement. En fait, un symptôme, c'est ton corps qui parle, qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui a à prendre en charge. Et généralement, donc ça peut être aussi beaucoup dans l'émotionnel, mais vu que l'émotionnel aussi, c'est au contact de l'intestin, on ne digère pas que les aliments, mais beaucoup les émotions, ça vient perturber le microbiote. Il y a une connexion avec tout, en fait, c'est très central. Donc, tu vois, ça peut être des problèmes de peau, troubles digestifs évidemment, ça peut être des dépressions, beaucoup d'anxiété. On a découvert aussi au niveau, de pathologies type, alors bipolarité aussi, troubles du spectre autistique. Donc là, on n'est pas sur une pathologie, mais en fait, qu'il y a certaines souches un peu en commun. Alors de là à dire telle souche cause telle maladie, non. En revanche, on se rend bien compte que ça joue un rôle dans Ça favorise, c'est ça ou ça? ça favorise et aujourd'hui, la question qu'on peut aussi se poser, c'est qu'il y a de plus en plus, par exemple, de nouvelles pathologies un petit peu dont on parlait pas il y a encore même une dizaine d'années, notamment troubles, de l'attention, hyperactivité ou chez l'enfant, on diagnostique de plus en plus de, TSA, donc de l'autisme, en fait, ce genre de pathologie. Donc on est plus dans le psychiatrique aussi, bien que le trouble du spectre autistique n'est pas une pathologie, je précise. Mais malgré tout, donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on en diagnostique parce qu'on diagnostique plus, on connaît, donc il y en a plus, ou est-ce qu'il y a réellement quelque chose dans l'environnement qui est venu, dézinguer en fait, notre microbiote, enfin quelque chose qui s'est produit? Et dans la mesure où, en fait, le microbiote, c'est une surface, comme je le disais, d'échange avec l'extérieur, l'environnement extérieur a complètement changé, en fait, depuis, Parce que là, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas des gènes qui s'expriment, c'est pas ton cerveau qui ah non, chimiquement a un truc. génétique, bien sûr. Voilà, OK, donc il y a Non, non, bien c'est sûr. un ça peut être de la génétique, ça peut être C'est chimiquement ton cerveau qui je sais pas, moi je suis pas médecin, hein, mais qui a fonctionné d'une certaine manière, mais il y a aussi l'impact du microbiote, quoi. Mais exactement et ce que tu dis, c'est super important, en fait. Est-ce qu'on parle les gènes, évidemment, ça conditionne beaucoup de choses, mais tu as peut-être entendu parler d'épigénétique. Donc c'est l'expression des gènes selon notre environnement, en fait, donc notre hygiène de vie, alimentation, si on vit certains stress ou pas. Donc c'est assez encourageant de savoir qu'on n'est pas conditionné par nos gènes. Évidemment, il y a des pathologies génétiques, c'est bon, pas le choix, mais il y a beaucoup de pathologies dont on peut être porteur de certains gènes, mais qui vont pas forcément s'exprimer. Et en fait, ils auraient un rôle un petit peu de switch, d'allumer certains,
certains gènes ou pas, en fait. Et l'impact direct, je ne veux pas, te dire de bêtises entre le microbiote et les gènes, voilà, je pense qu'il y a sûrement des recherches qui se font à ce sujet-là. J'ai pas forcément moi personnellement, les réponses, mais je pense qu'il doit y avoir sûrement un lien là-dessus. Mais en tout cas, tout l'environnement va créer, au niveau cellulaire, en fait, l'expression ou non de certains gènes. Ouais, OK. Et ce microbiote intestinal, après on reviendra aux symptômes, mais quand on est, dans le ventre de nos mamans, Oui. est-ce qu'on a une base toute à peu près commune ou est-ce qu'elle dépend enfin j'imagine que j'ai la réponse, mais elle dépend quand même cette base de microbiote, elle dépend énormément de ce qu'on reçoit de notre mère? Oui. Et ensuite enfin quel est comment à quel moment en fait il se Ouais. crée ce microbiote? Oui, c'est une bonne question. Bah, en fait, au niveau de la naissance, pendant très longtemps, on disait donc pas durant, la grossesse puisqu'en fait, le bébé est protégé dans son placenta. Mais on se rend compte, si mes souvenirs sont bons, c'est qu'il y a déjà certaines petites bactéries qui arrivent via le cordon ombilical dans le placenta. C'est très léger. Un bébé, quand il naît, il a pas de microbiote quasiment. OK, il est un petit peu, voilà, petite bulle, Vierge stérile. de ces Ouais, vierge de germes, de pathogènes et cetera. Et en fait, c'est super important déjà de penser au microbiote du bébé avant même la grossesse et dès le moment de préconception, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, le microbiote du bébé sera très dépendant du microbiote de la maman. L'enfant va aussi manger finalement tout ce que la maman mange, donc il sera déjà un petit peu conditionné par ça. Mais c'est vraiment au moment de l'accouchement, en fait, où il sera au contact. Donc si on a un accouchement par voie basse, en fait, donc on voit des graphiques, c'est très rigolo. Un bébé qui naît par voie basse va avoir en fait dans ses souches une grande ressemblance de son microbiote en fait avec celui du microbiote vaginal de la maman, donc qui n'est pas du tout le microbiote, qu'il aura, par la suite évidemment, mais il sera colonisé par beaucoup de lactobacilles notamment et si c'est césarienne, ce sera plutôt au niveau, du microbiote cutané ou les mains du chirurgien ouais. éventuellement. Ah, il a quand même des gants, mais ouais, Oui, voilà, exactement. Oui. ouais, mais OK. Et aussi d'où l'importance aussi du pot à pot, en fait, c'est super important parce que ce microbiote cutané est très essentiel aussi dans le développement des défenses immunitaires aussi. Donc le début, Mmh. c'est à la naissance C'est à la naissance. et ensuite, Il y a un tout petit peu via le placenta, mais c'est très faible. C'est vraiment la naissance. Et ensuite, ça va être donc c'est vrai qu'on est ce qu'on appelle la théorie d'hygiène, en fait, d'aseptisation, c'est qu'on a tendance à faire très attention à l'enfant qui met tout à la bouche. Mais en fait, c'est presque un instinct de très, très malin, en fait, de survie. C'est que l'enfant met les objets à la bouche pour développer, déjà être au contact de différentes bactéries de l'extérieur. Pour commencer à finalement faire son éducation bactérienne et pendant les 7 premières années de l'enfant, c'est super important d'exposer l'enfant à un maximum en fait de manière contrôlée évidemment, mais voilà, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle les enfants sont plus souvent malades parce que son petit microbiote est encore pas très robuste, donc du coup il est plus fragile, l'immunité est plus faible. En revanche, à chaque, moment de maladie et de guérison, c'est aussi une opportunité pour l'enfant de développer ses défenses. attends, pour que je comprenne bien, il est plus malade parce qu'il n'a pas encore ces bactéries, Il joue un rôle sur l'immunité. c'est ça. Donc en fait, il faut qu'il les ait entre guillemets «intégrées» Ouais. pour qu'il puisse ensuite les accepter Alors en fait, les ou s'en défendre? c'est surtout elles ont un rôle d'éducation des cellules immunitaires. Donc en gros, par exemple, au niveau de l'intestin, c'est là où la principale, on va dire, c'est la grande école, de l'immunité au niveau de l'intestin, du côlon, en l'occurrence le gros intestin. Et on a un petit peu de bactéries au niveau de l'intestin grêle, mais un peu moins. C'est un endroit qui a de pathologies, mais on va pas rentrer dans les détails. Mais au niveau du gros intestin, on a plus de 70 près de 80 des cellules immunitaires qui sont basées là. Pourquoi? Parce qu'elles sont au contact du microbiote. Et en fait, les cellules immunitaires, elles ont un rôle aussi d'apprentissage, de mémoire. Donc, il y a plusieurs types de cellules. Mais ce qu'on veut, c'est qu'elles soient exposées, qu'elles aient un premier contact avec des virus, enfin des bactéries, etc. Pour justement développer cette mémoire immunitaire qui fait qu'on devient capable en fait de se défendre lorsqu'on va être exposé dans la vie de tous les jours à ce même type de bactéries. Donc elles ont vraiment ce rôle d'éducation. Donc plus on a un microbiote diversifié, c'est comme si tu vas à l'école et tu envoies en fait ton système immunitaire à l'école et que tu as des bactéries qui vont lui apprendre les maths, l'histoire, l'anglais, toutes sortes de choses en fait. Donc on veut qu'elle soit vraiment exposée à un maximum de connaissances. OK. Donc en ça, évidemment, l'enfant, même les femmes enceintes, le microbiote est aussi un petit peu impacté, les défenses immunitaires affaiblies. Les personnes âgées aussi vont perdre un peu en diversité, notamment au niveau du microbiote. Elles seront donc plus fragiles à toute, agression, microbe extérieur, parce que le microbiote est moins, performant. Donc ça veut dire que le microbiote
évidemment qu'il évolue au fil de notre vie puisqu'il dépend donc de ce qui se passe à la naissance, de ce qui se passe dans ces 7 premières années, mais aussi après de notre vie, en fait. Oui. Essentiellement l'alimentation, mais pas que? Pas que, alors Ouais. il y a plein de choses. Bon, l'alimentation beaucoup évidemment et d'ailleurs dans les grandes lignes, en fait, il faut savoir qu'on a tous un microbiote unique, donc c'est un peu une empreinte génétique, enfin une empreinte, individuelle, ouais, unique. En revanche, si on compare les microbiotes dans les grandes lignes, on va dire d'une population européenne à une population africaine, on n'a pas du tout le même type d'alimentation et on voit qu'il y a des grandes tendances très différentes. Certains, types, phyla de bactéries vont être beaucoup plus marqués chez l'un que chez l'autre et cetera. Donc là, notamment avec l'alimentation, ce qu'on appelle, western diet, donc tout ce qui est, beaucoup plus de sucre raffiné, beaucoup plus de graisse animale notamment, on va avoir un microbiote un petit peu moins, on va dire en forme. Donc voilà, donc il y a ce côté-là et il y a aussi une communication en fait entre microbiotes. Par exemple, ton partenaire, donc ton époux en fait, vous allez probablement échanger, avoir un microbiote de plus en plus non pas commun, évidemment volonté, mais parce qu'il y a un contact physique dans l'intimité, de tous les jours en fait, le fait de toucher les mêmes poignées de porte, ce genre de choses. En fait, on partage un peu le un microbiote familial aussi. D'accord, OK. Mmh. Alors du coup, tu disais que les symptômes, en fait, il y en avait enfin, pour toi, tout symptôme pouvait, Ouais. être synonyme d'un déséquilibre. Mais, toi, ce qui te saute aux yeux, en fait, quand tu échanges avec, des personnes que tu accompagnes, notamment ta cure Reset, Ouais. qu'est-ce qui te saute aux yeux? Où là, tu te dis: «Wow, là, il faut qu'on travaille vraiment ce microbiote?» Ouais. Sur la peau, mais au-delà de la peau. Après, on va revenir à la peau parce que j'ai vraiment envie Oui, bien qu'on en sûr. parle, Bah, mais la peau, ça va être principalement les pathologies de peau type eczéma, psoriasis aussi. Donc on a quand même l'immunité qui est impliquée. En fait, c'est multifactoriel aussi, mais malgré tout, il y a quand même, dans tout ce qui est auto, même psoriasis, enfin même des pathologies auto-immunes aussi. Donc évidemment, tout ce qui est immunité égale microbiote, puisque le microbiote est responsable de bonnes défenses immunitaires. Donc en fait, c'est un peu à l'origine. quand tu es malade de manière récurrente en hiver, Tu es pulsion récurrente, bim, microbiote affaibli. C'est surtout défense immunitaire pas top, donc le microbiote doit être soutenu. OK. En revanche, c'est pas tant parce que le microbiote est malade, donc l'immunité est pas bonne, mais après c'est surtout le terrain qu'il faut, soigner parce que c'est vrai qu'on a tendance à vouloir, ça c'est typique de notre société où on veut un quick fix, la petite pilule miracle et je sais très bien de quoi je parle en tant qu'ancien pharmacien, on veut cette pilule, magique. Donc aujourd'hui, je suis certes sortie, des médicaments, non pas que je ne crois pas aux médicaments, on est d'accord. En revanche, c'est moins, on va dire, aujourd'hui ma cible, mais les compléments alimentaires aussi, il y a un peu cette approche de croire qu'on prend quelques compléments et tout va bien se passer, notamment les probiotiques. Ce que j'allais dire, le truc de, votre Ouais. bébé, a la colique, prenez des Oui. probiotiques, Alors vous c'est avez bien, oui, c'est sûr, c'est très bien, hein, mais en revanche, déjà, il faut savoir que les probiotiques, c'est des micro-organismes vivants qui sont très, très sensibles. Donc en fait, en termes de formulation, c'est assez complexe. Il y a énormément de probiotiques qu'on retrouve sur les étals de pharmacie qui sont à mettre à la poubelle parce que les bactéries sont déjà mortes et plus du tout efficaces. Il y a des gros problèmes de formulation. Donc voilà, il faut quand même avoir conscience de ça. Aussi, comme tu expliquais, c'est que suivant les pathologies, la symptomatologie, on va avoir plus ou moins besoin de certaines souches ou d'autres. Donc c'est ça qui va un peu nous renseigner de quoi prescrire. Mais en fait, notre microbiote, c'est un petit peu comme, donc les terres, par exemple, les terres agricoles où on cultive donc en fait tout ce qui est, denrées alimentaires et cetera. On a tellement décimé en fait ces terres à coups de pesticides qu'on les a rendues très sensibles et je lisais un article notamment qu'aujourd'hui, on utilise des doses de pesticides 20 à 30 fois supérieures qu'il y a une trentaine ou cinquantaine d'années, parce que les terrains sont devenus dépendants de ces pesticides, puisqu'il n'y a plus aucun micronutriment, plus aucun voilà, bon nutriment en fait, pour enrichir ces sols, de bonnes bactéries. Il y a aussi un écosystème bactérien au niveau des sols. Et à coup de pesticides, etc., donc on a un peu décimé tout ça. Donc rajouter en fait des probiotiques dans notre intestin, c'est un peu comme mettre du terreau sur une terre qui a été aseptisée. C'est bien, mais c'est pas suffisant. mmh, Il faut comprendre que voilà, donc les probiotiques, c'est essentiel, mais encore une fois, si on soigne pas le terrain, en fait, ça va pas servir à ouais. grand-chose. Enfin, tu vas nous expliquer comment elle soigne le terrain. Mmh. Moi, j'aimerais comprendre avant comment, justement, le lien entre le microbiote et la peau. Donc tu disais en gros, l'eczéma, le psoriasis, Mmh. enfin il y a plein de pathologies, mais l'acné aussi? L'acné, ouais. OK, Mmh. et la rosacée?
Il y a Aussi. un lien Alors il y aussi? a une grosse connexion. La Parce qu'il y a des rosacée. vasculaires sur la rosacée, donc c'est pas forcément Complètement, de l'inflammatoire aussi et en fait, c'est vrai que donc je pense qu'il y a pas que le microbiote. On parle oui. beaucoup du microbiote, mais il y a cette notion de barrière intestinale aussi et ce qui se passe dans votre intestin, l'intestin grêle notamment, en fait, est, la surface d'absorption des nutriments. Donc on va quand tout ce qu'on mange, en fait, va être digéré, broyé en tout petits, nutriments, en fait, qu'on va ensuite absorber au travers c'est comme une petite passoire, votre barrière intestinale. Ça va passer dans le sang et ensuite ce sera, hop, dispatché, là où le corps en a besoin pour fabriquer du collagène, pour fabriquer des neurotransmetteurs, des hormones, plein de choses en fait importantes dans le corps. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a donc une barrière intestinale, vous avez probablement dû entendre parler d'hyperperméabilité Mmh. intestinale, mais qui devient beaucoup trop poreuse. Et c'est le cas, alors ça peut être, les causes peuvent être multiples, donc je pense qu'il y a beaucoup évidemment un facteur stress, mais l'alimentation transformée, les médicaments qui viennent vraiment agresser cette barrière. Et donc, on va laisser passer dans le sang des molécules mal digérées qui ne devraient pas passer dans le sang. Des éléments plus gros, Ouais, des ça. gros comme le gluten, par exemple. Le gluten, c'est une plus grosse protéine et nous, on voudrait des acides aminés qui sont le tout petit nutriment des En protéines. gros, le gluten, c'est OK, mais il faut qu'il reste, Bah, qui soit digéré, en fait. Et après, il y a aussi une histoire d'enzymes digestives, il y a aussi plein de phénomènes d'intolérance. Mais je pense qu'à la base, les intolérances alimentaires, c'est surtout une histoire de problématique de barrière intestinale hyper perméable qui laisse passer des éléments dans le sang que le corps va identifier comme pas bons, en fait, pathogènes, et donc créer des réactions. réaction immunitaire, donc inflammation, etc. Et en fait, c'est via ce schéma-là que du coup, ça peut ensuite se propager, toutes ces molécules inflammatoires, venir impacter au niveau de la peau, mais aussi au niveau du cerveau. On peut avoir beaucoup de choses, par exemple sur l'humeur, la dépression, ce genre de choses. Ouais, j'allais justement te demander, mais tu réponds, comment ça en fait, comment l'intestin parle à la peau? Ben, en fait, c'est de cette manière-là et du coup, ça veut dire que cet intestin qui laisse trop, passer trop de choses, c'est trop poreux. Il est trop poreux parce qu'il y a un déséquilibre de ce microbiote? Comment il devient Alors, poreux? je pense que c'est un petit peu les 2. Donc en fait, ce sont des éléments extérieurs qui viennent attaquer l'intégrité de cette barrière intestinale. Donc c'est un mélange de donc l'alimentation très transformée. On va avoir aussi des choses, dans l'alimentation, parfois c'est plus de la chimie que de la cuisine. Donc en fait, plein d'adjuvants, des émulsifiants. Il y a aussi, je lisais une étude sur les émulsifiants qu'on retrouve par exemple dans le pain. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus manger de pain ou qui se disent intolérants au gluten. Alors, il y a pas que le gluten le problème, il y a tous les sucres, parce que le gluten, c'est une protéine dans le Mmh. pain qui fait la pâte un peu élastique, mais c'est aussi tous les sucres transformés. Donc, le pain, c'est principalement de la farine, en fait. Donc, des céréales sont des hydrates de carbone, des sucres, en fait, sucres lents. Et en gros, qui ont été ultra transformés via des process de fabrication, sans parler de la culture du blé aujourd'hui, qui n'est pas du tout la même qu'il y a un siècle de là, évidemment. Les sols qui sont, pourris complets, donc du coup, c'est pas du tout la même qualité et aussi beaucoup d'agents de texture. Par exemple, enfin, c'est très dur de trouver un bon boulanger qui fait vraiment son pain, le pétrissage dans les règles de l'art. Donc il y a plein d'agents qu'on rajoute, des émulsifiants, plein de saloperies en fait, pour justement faciliter le rôle du boulanger. Je dirais qu'aujourd'hui, la plupart des boulangers qui travaillent dans les grandes chaînes, je vais pas les citer, ne sont pas vraiment des boulangers. Ça peut être un peu n'importe qui peut faire ce job et en fait, on va avoir des baguettes de pain, qui seront produites, très, très rapidement. Et toute cette chimie finalement va venir, produire des choses, des désagréments au niveau de la paroi intestinale, donc Parce que ça l'agresse, ça régresse et ça la fragilise. ça la fragilise. Et par exemple, tu prends le cas des émulsifiants, ce qui se passe au niveau de ta paroi intestinale, il y a un mucus de protection, comme par exemple le nez, quand on est malade, on va avoir, plus de, voilà, ou des glaires, ce genre de choses. Donc ça, c'est l'immunité qui élimine, c'est pour éliminer tous les petits microbes, si tu veux bien. Donc pareil, tout, l'intestin est tapissé de mucus et dans ce mucus circulent les petites bactéries. Donc on parle du microbiote, mais il faut aussi parler du mucus et de la barrière intestinale et Mmh. plein d'autres critères. OK. Mais du coup, les émulsifiants, ce qui se passe, c'est qu'ils viennent en fait émulsifier ce mucus. Donc en fait, ça le désintègre et ça rend l'intestin beaucoup plus irritable finalement OK. et agressé. Et ensuite, ça va laisser passer dans plus de perméabilité. Et OK c'est et donc c'est cette vicieux. perméabilité qui fait que des choses passent dans le sang et vont, Des avoir un molécules é inflammatoires. voilà, qui vont avoir un effet sur la peau Beaucoup, la peau, c'est beaucoup d'inflammation dans le corps. et est-ce que, le microbiote de la peau, dont on Mhm. parlait tout à l'heure, communique avec celui de l'intestin? Alors, il y a une vraie communication. Alors, c'est vrai que la manière de communiquer,
je ne vais pas me tromper, il y a plusieurs axes. Donc en fait, par exemple, on va avoir un axe, donc l'axe intestin-cerveau pour citer que lui, mais tu as le nerf vague, donc il y a au niveau nerveux, il y a au niveau aussi immunologique, donc certaines cellules immunitaires qui peuvent communiquer, des molécules inflammatoires notamment. Donc tu vas avoir, voilà, ce genre de communication et c'est pas forcément, voilà, une autoroute directe. Ça peut être un petit peu via le sang, mais c'est surtout via des médiateurs, en fait, des petits messagers qui vont venir envoyer des messages. Donc c'est vrai que c'est assez fréquent d'avoir, par exemple, un microbiote intestinal déséquilibré. Rarement, en fait, ça va sûrement peut-être se localiser au niveau de plaintes digestives, mais ça peut venir à terme, en fait, attaquer au niveau de la peau. Par exemple, tu parlais de rosacée tout à l'heure. Moi, pour ma part, mon microbiote, évidemment, avait été très fragilisé et j'ai cette petite rosacée, donc qui donne un effet bonne mine, hein, c'est Mmh. sympa. Mais du coup, tu as ces petits vaisseaux et je vois avec le chaud-froid et je sais que c'est mon microbiote. Ou alors des phénomènes d'intolérance alimentaire. Peut-être que vous avez observé quand vous mangez certains aliments, observez votre peau aussi, comment elle y réagit. Quand on change de crème cosmétique, certains produits, évidemment. Donc ça, c'est essentiel. Donc si on prend soin de notre microbiote, on prend soin de notre humeur, on prend soin, de notre énergie, on prend soin et on prend aussi soin de notre peau. Ouais. C'est quoi les grandes règles pour nourrir son microbiote de manière, je sais pas, saine ou en tout cas de manière intelligente au Ouais. quotidien? Ouais, donc je dirais déjà évidemment l'alimentation, ça c'est une des premières règles puisque on parle de tube digestif principalement, là où il y a le plus grand microbiote qui va un petit peu peut-être ouais, un chef d'orchestre des autres microbiotes finalement, ce que tu disais au tout début, mais du coup l'alimentation sera très importante, donc choisissez vraiment des produits bruts au maximum. Donc évidemment il y a la théorie, j'aime à dire que la nutrition c'est la théorie, mais après dans la pratique c'est très dépendant de l'agriculture, des producteurs locaux, donc faites attention de manger local de saison, bio encore mieux, mais attention au bio low cost qui vient de l'autre bout de la planète, c'est pas Ouais. du tout le même cahier des charges. Donc voilà, je vais pas rentrer dans un débat politique non plus sur l'agriculture en France parce que ça sera un tout autre podcast, mais il y a beaucoup de choses qu'on pourrait, enfin que je trouve scandaleuses d'ailleurs aujourd'hui quand on voit tous les pesticides qui sont homologués et qui, on sait, sont cancérigènes, et cetera. Mais déjà, voilà, d'avoir des bons choix alimentaires, super important, d'apprendre à cuisiner si Quand tu dis bon choix alimentaire, c'est donc un produit produit brut de qualité, un produit brut. En fait, et de produit brut. substance, ouais, et qui vient pas de loin. Mais dans ces produits, Ouais. est-ce qu'il y a des choses pour toi essentielles dans une assiette pour le microbiote? Parce que Microbiote. là, on parle microbiote. Évidemment, sur 1000 sujets, mais ouais, pour le Évidemment. microbiote, Donc qu'est-ce que tu vas l'aider, le soutenir? Donc en fait, ce qu'on appelle les prébiotiques, donc prébiotiques, vous avez probablement dû entendre parler, c'est ce qui nourrit les bonnes bactéries. Donc probiotiques, c'est les bactéries, c'est un peu une forme de microbiote finalement. Prébiotiques, donc ça va être principalement renne végétale, donc tout ce qui est fruits, légumes, céréales, et les fibres. Donc il n'y a pas que des fibres, mais principalement les fibres. Donc très très important d'apporter un maximum de fibres, donc via notamment les cures que je propose que tu avais testées. Donc les smoothies, c'est une super formule. Parce qu'en fait, contrairement au jus, on a tendance à dire la détox, c'est des jus. On enlève à l'extracteur les fibres, alors que ces fibres ont un rôle hyper important pour nourrir notre microbiote. Donc ça a évidemment un rôle sur le transit intestinal. On a un effet ventre plus plat qui est plutôt agréable aussi, donc la bonne humeur, donc si tu es un peu Mmh. connecté. Mais les fibres jouent un rôle de régulation de la glycémie, plein de choses, mais ça nourrit notre microbiote. Donc s'il y a un ingrédient en fait à retenir, ça va être les fibres. Faites attention néanmoins parce que donc les fibres, on a plusieurs catégories, mais les fibres insolubles peuvent être un petit peu plus agressives, notamment ce qu'on retrouve dans certaines légumineuses, ok, ce genre de choses. Parce que si on a un microbiote sain, en bonne santé, toutes sortes de fibres, c'est génial. Mais quand on a un microbiote déséquilibré et un syndrome de l'intestin irritable ou un intestin très fragile, trop de fibres peuvent en fait être assez agressifs pour l'intestin. Donc il va falloir faire des plus petites doses, augmenter petit à petit certains types de fibres, mais pas tous. Enfin, voilà, faut ajuster. Et toi, les 5 aliments bruts que tu as toujours dans ton frigo, Ah, en pensant à ton microbiote une fois de ouais. plus, pas forcément en pensant au Pas plaisir pas que au niveau fibres, mais il y a un shot que j'adore faire et d'ailleurs que je prescris souvent, mais pour plein d'autres choses. Mais le microbiote, ça va être le psyllium. Donc que vous ayez un intestin soit type constipation, diarrhée, donc déjà ça régule en fait, tout simplement le transit parce que c'est bien d'être, normal, pas trop, pas le psyllium c'est une c'est une poudre? plante, ouais, c'est une Mais tu qu'on trouve trouve en poudre. ouais. Donc le psyllium blond, en fait, c'est, voilà, c'est une petite poudre qui va alors ça a aucun intérêt gustatif, c'est même assez dégueu en termes de texture, ça a pas de goût, en fait. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est moi, je le mets donc dans un petit verre d'eau, je le prends comme un petit médicament. Je pense qu'il y a des médicaments bien pires en goût que le psyllium et on peut rajouter un petit peu de cannelle aussi qui va réguler la glycémie, super intéressant, mais surtout ça apporte un petit goût
et en fait, vous le remuez. Vous pouvez l'ajouter dans les smoothies aussi. En revanche, ça a tendance à gonfler au contact de l'eau. Donc c'est vraiment une fibre qui va permettre donc de gonfler et d'épaissir vos selles et de réguler votre transit et d'adoucir en fait toute la digestion. Donc ça va bien nettoyer les parois intestinales et en plus ça nourrit ces fibres les bonnes bactéries. D'accord. Donc Donc ça, c'est un truc, psyllium, toi, que tu prends toute l'année? ouais, tout OK. avant le repas, super. Et après dans les aliments, classiques, enfin, tu Les vois, c'est aliments quoi les pour toi les classiques, ouais, les les bases. 4-5 que tu as toujours parce que tu estimes c'est des incontournables pour avoir un microbiote féminin? Alors, il y a évidemment, donc tout ce qui est pommes, par exemple, très riche en, linuline aussi, en la pectine, pardon. Donc c'est une fibre prébiotique, donc très intéressante. La pomme, je trouve qu'elle a plein de bienfaits, en fait. Crue, cuite, pareil? Tu peux cuite, après au niveau prébiotique, c'est OK, vitamines, c'est vrai que tu perds un petit OK. peu, mais tu peux aussi la faire en compote. Il y a d'ailleurs beaucoup de patients qui digèrent mieux quand c'est cuit, notamment les fruits, donc il y a pas de souci pour les compotes. En revanche, garder la peau, c'est important aussi. Il y a plus de pectine, donc c'est plutôt chouette, plus de fibres, en fait. Donc les pommes, les bananes aussi sont très intéressantes pour le microbiote, donc ce type, en fait, de voilà, de Mmh. fruits. Après tous les légumes, je dirais, mais étudiez ceux que vous digérez le mieux, donc n'importe quel type de fibre. Et j'ai envie de parler aussi, donc pas pour le côté forcément microbiote, mais plus un petit médicament que j'adore. J'en ai tout le temps sur moi. Là, d'ailleurs, j'en ai dans mon sac, c'est du gingembre. Alors, je sais que tout le monde n'aime pas le gingembre, mais en fait, il s'agit de mâcher un bout de gingembre. Et en fait, le gingembre, c'est un antispasmodique. Donc, en gros, tous les muscles de l'intestin, vos parois intestinales, si vous êtes un peu sujet au stress ou à un intestin qui peut être un peu réactif ou que vous digérez mal, des ballonnements, ce genre de choses, en fait, c'est vraiment ça va apaiser, en fait, ça va détendre les muscles de l'intestin. Donc si vous avez des douleurs aussi, les douleurs, c'est les spasmes, en fait. Donc c'est vraiment l'intestin, les parois qui se contractent. Donc en fait, ça va détendre tout ce Donc là, tu as toujours du gingembre frais dans tout ton sac? ouais. J'adore. Mmh. Oh, c'est spicy, hein, Ouais, OK, OK. on peut le faire en tisane, mais ça a pas le même effet et je prends vraiment on l'épluche évidemment, parce que c'est une racine, donc on veut pas c'est trop au contact des pesticides, mais on croque. L'idée, c'est vraiment d'extraire un max le jus, en fait, du gingembre parce que c'est ce petit jus digestif, en fait, qui va venir calmer et peut-être que tu connais le gingembre pour les femmes enceintes aussi, les nausées, ce genre de choses. C'est vraiment pour moi le s'il y a 2 à retenir, ça va être psyllium et gingembre pour l'intestin. OK. Important. Et donc ça, c'était grandes recos, sur l'alimentation Sensation. et après sur le mode de vie, comment on prend soin de notre microbiote intestinal? Alors moi, j'ai envie d'élargir un peu, pas que les microbiotes, mais plutôt en fait à l'intestin, le ventre. C'est symboliquement écoutez-vous, en fait. Écoutez votre petite voix intérieure. Ça paraît simple à dire, mais c'est pas forcément évident. Et en fait, votre microbiote, c'est un peu le reflet de vous et cette adaptation à l'environnement. Aujourd'hui, c'est soigner le terrain, soigner l'environnement. Intérieur, mais aussi extérieur. Si vous exposez un stress quotidien, alors le stress, c'est bien, parfois c'est excitant, mais si vous avez la boule au ventre quand vous allez au travail, si par exemple votre conjoint, ça se passe mal, vous avez des conflits familiaux, quel que soit, ou même dans votre entourage social, amical, etc. En fait, opérer un reset, c'est pas seulement de l'intérieur, mais aussi observer un petit peu tout ce qui vous prend de l'énergie, en fait, tout ce qui vous draine finalement et qui va venir évidemment impacter le microbiote. Donc, opérer cette remise en question, elle est quand même assez essentielle. C'est pas simple. Je sais de quoi je parle, je suis passée par là. Ça peut prendre beaucoup de temps, mais c'est vraiment salvateur. Et je pense que ouais, c'est essentiel. Ça m'amène à une question sur les émotions parce que tu disais tout à l'heure, finalement on man enfin on non, tu pas dit on mange nos émotions, mais tu as dit qu'en Oui, gros nos émotions avaient un on les digère, vraiment on les digère, pardon. ça. Mais comment nos émotions ont un impact sur le microbiote et à l'inverse? Enfin, C'est une bonne question. Comment ça se stocke? on le sait ça ou pas? Enfin, est-ce que, La science, est-ce qu'elle le prouve? Bah, on le sait parce que c'est vrai qu'on dit souvent, et d'ailleurs des expressions un petit peu comme je te disais, la boule au ventre, quelque chose qui est très bon là c'est sur le cœur ou sur l'estomac, en travers de la gorge, donc ça fait un peu tout ce tube digestif finalement, le gut feeling au niveau de l'intestin, la petite voix intérieure, mais malgré tout, le lien il est encore peut-être à prouver. Je trouve que c'est c'est ça, c'est pas ouais. il y a pas d'explication, Alors, il y a cet axe scientifique? intestin-cerveau, évidemment, l'émotion, c'est aussi toutes nos pensées qu'on a au quotidien. Donc, par exemple, si tu nourris ton cerveau d'angoisse, d'anxiété, de pensées très négatives, donc en fait, l'intestin va recevoir aussi ces messages. Et inversement, un intestin, comme je disais, malade peut envoyer des mauvais messages. C'est comme un gros câble électrique, en fait, le nerf vague, qui va communiquer avec le cerveau et il va y avoir, en fait, ces petites bactéries qui vont venir envoyer des courts-circuits, qui vont faire envoyer des mauvais messages au cerveau. Genre, on est déprimé, on est anxieux, etc. OK.
Donc C'est pas mais ça, on l'a prouvé d'ailleurs, ça c'est d'accord, ouais. OK. Par exemple, juste pour les p traits de personnalité, on a fait des tests sur des petites souris notamment. Donc on a, ce qu'on appelle les souris axéniques. Désolée, c'est des termes un peu Mmh. scientifiques, mais c'est qu'elles sont dépourvues de microbiote. Donc elles n'ont pas de microbiote et d'autres, donc elles ont un microbiote malade ou un microbiote qu'on estime plus sain et on étudie un peu leur comportement et on s'est rendu compte que, par exemple, une petite souris qui était très, dégourdie, très sociable, qui allait un peu très curieuse dans son petit labyrinthe, se balader de partout et une autre beaucoup plus timide, qui restait toute recroquevillée en fait dans son coin. On a échangé leur microbiote et en fait, on s'est rendu compte qu'il y a eu un transfert de personnalité. Ah ouais. La souris très timide s'est retrouvée, beaucoup plus sociable et cetera. Donc il y a réellement un lien entre, en tout cas, toute la sphère émotionnelle, personnalité, et On a prouvé qu'il y avait un lien. en tout cas On n'a pas forcément sur compris comment et on fonctionne. le voit par rapport aussi à beaucoup de comme j'ai expliqué avec l'autisme notamment, en fait, ça va être, certaines souches, on n'a pas encore exactement défini pourquoi, mais on sait de plus en plus que le microbiote est vraiment essentiel à un épanouissement aussi émotionnel. Oui, mais alors tu vois l'autisme, les enfants sont Mmh. autistes et potentiellement tu disais qu'on construisait notre microbiote plus ou moins jusqu'à 7 ans, enfin la base, puisque Oui. j'ai bien compris qu'après il évoluait tout le temps. Heu, on détecte l'autisme beaucoup plus tôt que ça et le microbiote pourtant est pas Après, il y a plusieurs mmh, formes d'autisme. ouais, ouais. À Mmh. l'autisme, on va imaginer forcément les cas, très, visibles. Il y a énormément de TSA qui se diagnostiquent pas du tout, chez la femme aussi d'ailleurs. Parce qu'en fait, les femmes, peut-être qu'on est plus intelligentes, on arrive à avoir plein de petits mécanismes pour, déjouer un peu une forme d'autisme et par exemple, l'autisme, en fait, c'est une, c'est beaucoup sur l'émotionnel. C'est une difficulté à exprimer ses émotions ou à comprendre. Il y a même parfois, on me dit un peu sans émotion, en fait, beaucoup de barrières qui vont être beaucoup plus dans le concret. Mais voilà, en fait, il y a quand même quelque chose qui se joue, en tout cas au niveau exactement et quelle la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle information portent ces bactéries? Donc évidemment, il y a aussi beaucoup de génétique. Après, je pense qu'il y a quand même pas mal d'émotionnels, qui peuvent finalement siéger au niveau du ventre. Mmh. On parle beaucoup aussi, de pathologies héréditaires. Donc dans l'hérédité, on n'a pas que la notion de gène, on a toutes les habitudes de vie, la manière de manger et cetera. Mais il y a aussi tout l'émotionnel familial qui se transmet de génération en génération. Alors est-ce que le ventre, c'est le siège qui bloque en fait des émotions, enfouies aussi? Donc que ce soit dans notre propre vie, ça peut être dans les générations aussi, du dessus. Donc voilà, ça reste un terrain assez intéressant à étudier. Et tu disais du coup, on pas se concentrer sur le microbiote intestinal, mais parler de tout l'intestin. Comment on fait pour protéger, porter justement cet, intestin avec notre, mode de vie? Je pense, est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que le sommeil, le stress, alors Complètement, l'activité physique, est-ce que tout ça, ça a un effet? énorme. En fait, je pense que C'est quoi tes recos là-dessus? C'est moi, quoi le rôle et ses c'est recommandations? vraiment, en fait, de trouver votre routine de vie. Alors par routine, attention, c'est pas forcément quelque chose de déprimant, il faut que ça vous ressemble. Donc je pense qu'on est tous très différents, que ça passe par l'alimentation, le sport, la méditation si vous aimez ça. Mais attention, la méditation, c'est pas seulement être assis sur une chaise, ça peut être faire du jardinage, une activité, du dessin, n'importe quoi, en fait, quelque chose qui vous concentre. Qui vous déconnecte en fait de votre cerveau et des pensées et cetera. Donc c'est en fait toutes ces petites routines de vie qui vont être vraiment votre meilleur médicament pour votre microbiote. Après, vous pouvez entreprendre des thérapies beaucoup plus poussées aussi, si vous voulez aller explorer, par exemple, s'il y a eu des choses, dans l'émotionnel beaucoup plus complexes et cetera, se faire accompagner. Mais je pense que déjà quand on a des bons piliers très, très solides dans notre, tous les jours en fait, ces, médicaments Ça aura un effet c'est un effet sur notre intestin. super important, ouais, très, très. Mais du coup, moi, ce que j'ai l'impress enfin, ce que je comprends là, c'est que finalement, si on se sent bien, on est moins stressé et donc il y a un effet sur l'intestin Ouais, et c'est beaucoup plus exactement. large que ça. Oui, c'est ça, mais après, c'est savoir qui a de la boule arrivée en premier. Est-ce que c'est l'intestin? Est-ce que c'est le stress qui dérègle l'intestin? Ou est-ce que c'est l'intestin qui apporte du stress ou des troubles émotionnels? C'est un cercle vicieux ou vertueux, comme tu le disais. En revanche, je pense quand même que pour revenir un peu au rôle du microbiote, évidemment, quand il est déséquilibré, il apporte beaucoup de problèmes. Il est surtout là pour nous lancer une alerte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie. Ça peut être l'alimentation, ça peut être notre environnement, beaucoup de choses. OK. Et il faut l'écouter. Et quand le microbiote va bien parce que là, on a été Mmh. assez négative, malheureusement, moi, je suis contente, très positive, mais on a parlé de tout ce qui pouvait tous les symptômes, donc quelque chose qui est un peu négatif quand même, ou et puis surtout tout ce qui pouvait dérégler. Quand il va bien Oui, et il apporte plein de bénéfices. et voilà, Hein, c'est ça, c'est ce qui nous ouais. importe.
Alors en fait, il apporte, bah, déjà, c'est encore une fois, c'est un reflet, c'est un peu un miroir. Donc vu qu'il est équilibré, c'est que le terrain va bien, donc tout va bien. Et aussi il produit, donc il va, digérer donc les fibres. Pendant très longtemps, on pensait que les fibres, on les assimilait pas, elles passaient à la trappe, donc on les mangeait, on les éliminait. Et en fait, on s'est rendu compte que les bactéries, grignotent tout ça, c'est leur nourriture, donc des prébiotiques, et elles fabriquent ce qu'on appelle les acides gras à chaîne courte. Donc en fait, c'est des petites molécules qui ont un rôle, alors si c'est des mauvaises bactéries, ça peut être un rôle délétère pour la santé, mais c'est surtout un rôle protecteur, en fait, au niveau de notre santé, anti-inflammatoire, et cetera. Plein de bénéfices. OK. Donc un rôle régulateur, principalement aussi au niveau de l'inflammation. Donc c'est avant tout un rôle de protection, et puis pour rappeler aussi que les bonnes bactéries éduquent nos défenses immunitaires, et les défenses immunitaires, qu'on le veuille ou non, restent notre meilleur médicament. Donc en fait, un microbiote qui va bien, c'est potentiellement une bonne énergie et Des ouais, bonne santé. Santé, ouais, ça. À tous les niveaux, et vraiment corps et esprit aussi, hein, c'est ouais. Est-ce que, enfin, j'imagine qu'il y a pas mal de recherches faites sur le sujet. Là, tu parlais de quelques expériences qui avaient été faites. Tu disais aussi qu'il y avait beaucoup de choses encore méconnues. Toi, tu vois quoi comme, comme avancées à arriver ou tu espérerais quoi? Bah, j'espérais un petit peu d'ouverture d'esprit. En fait, moi, ça m'a vraiment fait ce constat-là. On avait des chercheurs du CNRS qui venaient nous enseigner sur le microbiote, qui avaient étudié un néocodon d'une bactérie. Bon, super, c'est bien, c'est pointu, c'est ciblé, mais concrètement, est-ce qu'on peut dézoomer, en fait, et comprendre un petit peu plus l'enjeu et ce que ces bactéries sont en train de nous dire sur nous et notre environnement qui ne va pas? Et je trouve qu'aujourd'hui, la recherche médicale se concentre beaucoup trop sur une bactérie, une souche qui sera la panacée, qui va enrayer tout un problème de santé, alors qu'en fait, encore une fois, il faut revenir au terrain, en fait. Mmh. Parce que vraiment, le microbe n'est rien, le terrain est tout. Et c'est pas Pasteur qui disait ça, c'est Deschamps, je crois. Et c'est ça, en fait, c'est vraiment les microbes, il y en aura toujours. L'idée, c'est d'avoir les bonnes bactéries, pas les mauvaises. Donc il faut vraiment qu'on ait un terrain qui est propice au développement des bonnes bactéries, et qui ne n'aide pas, qui ne nourrisse pas les mauvaises bactéries. Je trouve que toi, tu participes à ça. Tu nous aides. Alors, je sais pas si tu nous aides à dézoomer, mais en tout cas à prendre conscience, et avoir un autre regard et moi, c'est ça je trouve ça passionnant donc Et même sur, tu vois, toute la sphère émotionnelle, en fait, je trouve ça passionnant aussi. Et d'ailleurs, il peut y avoir des dérives. Aujourd'hui, on parle de transplantation du microbiote fécal. Donc, je ne sais pas si tu as entendu parler, c'est une nouvelle technique qui est indiquée seulement pour le Clostridium difficile, donc qui apporte vraiment énormément de. Enfin, c'est quoi le Clostridium, En fait, bah, c'est un microbe, si tu veux bien, ça va être, vraiment très agressif, ça apporte beaucoup de diarrhée. Donc en fait, mais des diarrhées virulentes, donc la personne, enfin, n'a plus de vie, enfin, c'est très, très compliqué. Donc c'est une attaque, on peut prendre ça, je sais plus exactement c'est, comment on peut le prendre, c'est dans l'environnement, il peut y avoir des choses, des contaminations par l'alimentation, et cetera. OK. Ça peut être aussi, je crois, au niveau nosocomial qu'on prend à l'hôpital, je sais plus, mais bref, donc il y a ce virus, en fait, qui est vraiment, donc c'est une des indications, et on s'est rendu compte qu'en faisant donc transplantation du microbiote fécal, c'est un mot très scientifique pour juste définir qu'on va vous mettre, le caca d'un autre, en fait, au niveau, donc de votre microbiote, donc une forme d'injection au niveau anal, mais malgré tout, c'est voilà. Donc les dérives qui peuvent se poser, à mon sens, à ça, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire quel est un bon microbiote. On sait qu'il faut une vraie diversité, une richesse, donc suffisamment de bactéries et de souches différentes, mais en fait, on ne sait pas définir le bon microbiote d'un mauvais. Et en fait, c'est si on part du principe qu'il y a un seul et même microbiote, puisqu'on revient à la notion d'unicité, on est Mmh. tous uniques. Et puis tous ces traits de personnalité, en fait, j'ai envie aussi d'élargir quelle peut être la dérive, et j'avais posé la question à ce prof. Est-ce que selon vous, si on nous transplante finalement un autre microbiote, on pourrait changer de personnalité? Bah, ce que tu dis avec les souris ou les rats. Exactement, ce qu'on Enfin, a observé. Et du coup, est-ce que ce serait pas intéressant en fait, de comprendre aussi cette dérive qui peut être une forme un peu d'eugénisme, même si on parle pas de gènes, mais c'est de se dire qu'il y aurait une seule façon d'être en bonne santé. Donc on écarterait d'autres types de microbiotes avec l'évolution des espèces. Donc à mon sens, c'est bien cette recherche. On peut enrayer notamment de lourdes pathologies comme ces infections, Clostridium difficile. Il y a plein d'autres pathologies qui sont en cours d'études cliniques aujourd'hui et qui sont très prometteuses aussi. Mais en revanche, c'est pas forcément non plus une solution. Je pense qu'elle doit être encadrée malgré tout. OK. Et puis surtout, comprendre que, bah, pourquoi nos microbiotes sont plus en bonne santé. Et encore Bah, une là, tu fois, nous as interroger l'environnement. ce qui est intéressant, c'est que tu nous as donné des clés et d'ailleurs, je t'en remercie et pour, en prendre soin. Je pense que ça permet aussi de comprendre vraiment, enfin,
l'impact et finalement, ça nous ramène quand même toujours à quelque chose de plus profond. C'est-à-dire que quand on voit notre peau, là je parle de la peau, mais notre humeur, qui se dérègle, qui n'est pas comme elle peut parfois être, un peu plus, voilà, plus équilibrée. C'est-à-dire qu'en fait, on va peut-être pas forcément juste appliquer une crème, mais aller chercher un peu plus en profondeur. Quand je dis appliquer une crème, c'est le fameux médicament ou la crème pour la peau Dont on a ou besoin, en fait, mais qui ne sont voilà, pas suffisants. il y a autre chose 2 autres, approches. et je trouve que c'est finalement un message hyper positif Ouais. aussi, même si on a été, on a fait un constat qui parfois sur certaines choses un peu difficile, mais c'est très positif parce que ça veut dire On a qu'on a ouais, un rôle très fort à jouer complètement. sur, notre santé, notre énergie, notre peau, surtout grâce notamment au microbiote et puis, beh, évidemment plein d'autres choses, mais C'est ça, cette notion de symbiose, en fait, c'est OK, un microbiote malade, mais en fait, il reflète nous qui ne sommes pas très en forme. Donc il faut être une bonne hôtesse, un bon hôte, en fait, pour ces petites bactéries, bien les héberger, les développer les bonnes et pas les mauvaises, en fait. et les soutenir comme tu Et les soutenir, c'est ça. trop bien. En Merci. prendre soin. J'ai une dernière question pour Ouais, toi plaisir. qui est pas sur le microbiote, mais quelle est la dernière plus belle chose que tu aies vue ces derniers temps? Alors, très belle question. J'aimerais pouvoir y réfléchir parce que je pense à beaucoup de choses et j'adore la question. Hem, si c'est la chose que j'observe le plus, en fait, c'est le pouvoir de notre extérieur, notre entourage sur nous, en fait, et à quel point ils peuvent métamorphoser notre vie, d'ailleurs, sans nous en rendre compte, mais l'impact des gens positifs et des bonnes personnes, en fait, dans notre vie, à quel point ça peut nous faire rayonner et inversement. Donc c'est vraiment ce lien avec, encore une fois, cet intérieur-extérieur et on est le reflet de je pense que l'extérieur est le reflet de l'intérieur. Ouais, trop bien. Merci Laure. Merci de ton invitation. J'ai adoré. Mmh. Merci Laure pour cet échange passionnant à la fois clair et profondément inspirant. Alors on l'a compris aujourd'hui, le microbiote, c'est pas seulement une affaire de digestion, c'est un véritable miroir de notre santé globale qui dialogue avec notre corps, notre peau, notre énergie, nos émotions. Et j'espère que cet épisode vous aura permis de voir d'un autre œil ce monde invisible qui nous habite et de retenir des clés concrètes pour en prendre soin. Parce que quand notre microbiote est en équilibre, c'est tout notre corps et parfois même notre esprit qui rayonne. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous laisser un commentaire et à vous abonner à notre podcast également. Ce simple geste nous aide à faire résonner notre message plus loin et peut peut-être, qui sait, aider quelqu'un d'autre à se sentir mieux à son tour grâce à vous. À très bientôt pour un nouvel épisode de l'écoute.